Salut tout le monde, c'est Ivana, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau point lecture. La semaine dernière, vous en avez pas eu et je m'en excuse, mais j'avais que 2 livres à vous présenter puisque j'avais très peu lu. J'ai lu en gros ça. 500 pages en une semaine, sachant que ça je l'ai lu d'une seule traite et que ça je l'ai lu en une journée aussi. Mais je sais pas, j'avais que 2 livres à vous présenter étant donné que je me suis mis à la lecture quand même assez tard cette semaine-là. Il y en a un que j'ai lu le samedi, l'autre le dimanche, donc vraiment j'avais que dalle à vous présenter. Et la semaine dernière j'ai lu 2 livres de plus, donc je vais vous présenter les 4 livres d'un même coup. Ce sera tout aussi bien que de faire 2 petites vidéos point lecture alors que j'ai quasiment rien à vous présenter. La semaine prochaine ce sera un peu différent. J'aurai plus de lectures à vous présenter étant donné que on est en pleine semaine à 1000 et que je suis déjà à la moitié d'un roman depuis hier soir. Donc très clairement, enfin depuis hier matin, mais hier matin j'avais lu que 60 pages. Là j'ai 200 pages de plus, donc c'est totalement différent. Mais la semaine prochaine, ouais, vous aurez un book haul presque aussi conséquent que celui d'aujourd'hui, je pense, étant donné que j'ai un livre à finir impérativement pour mercredi et celui-là qui est presque fini, que je finirai probablement aujourd'hui. Donc, dans tous les cas, vous aurez un point lecture, étant donné que si j'arrive à finir les 2 livres avant mercredi, ça ne fait aucun doute que j'aurai le temps de lire d'autres livres avant la fin de la semaine, même si j'ai un week-end assez chargé. Je bosse samedi. Je vous avouerai que je fais que... Eh ben non, je fais mes 7 heures, mais en décalé par rapport à d'habitude. Mais je commence à 7 heures, je finis à 14 heures. Donc en rentrant à 14 heures, j'aurai quand même pas mal de temps libre pour lire un peu, même si j'aurai des trucs à préparer pour samedi soir. Donc la semaine prochaine, vous aurez un book haul un point lecture plus conséquent que presque aussi conséquent que celui que je vais vous faire maintenant. Donc la première lecture que j'ai achevée, c'est Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers chez PKJ par Benjamin Alire Sahens, je ne sais pas comment on le dit. On y suit Harry et Dante, donc 2 adolescents, je crois qu'ils ont 15 ans, 2 adolescents, je la refais, 2 adolescents de 15 ans qui se rencontrent à la piscine. Harry ne sait pas nager, Dante lui propose de lui apprendre. Il le fait, il se lie d'amitié tous les deux et décide de découvrir les secrets de l'univers, les secrets qui entourent tout ce qui les entoure et en fait et on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de choses autour d'eux qui sont un peu secrets. Il y a des secrets autour du frère d'Harry, il y a des secrets autour de l'univers en général, il y a des secrets un peu sur l'amour qu'ils se portent. J'ai beaucoup aimé la plume de Benjamin Alire Sens. J'ai beaucoup aimé les personnages, je me suis beaucoup attachée aux 2 héros, donc Harry et Dante, qui ont comme point commun le fait qu'ils portent tous les 2 le nom d'un grand philosophe. Tout le monde connaît Aristote et Dante aussi d'ailleurs. On en a un qui est plutôt calme, pacifiste, qui est prêt à se mettre en danger pour les animaux comme on le voit à un moment dans le livre, et l'autre est un peu plus bagarreur, même si il ne cherche pas de lui-même les problèmes. Bagarreur et protecteur envers ses amis, donc si vous avez lu le livre, vous savez de quoi je parle. Donc on y suit leur aventure sur 2 ans, je crois, 2 étés, étant donné qu'à la fin du premier été, Dante part avec ses parents à Chicago, il me semble. Je ne sais plus où il part. Je me demande si c'est à Chicago, j'ai un doute. Il part avec ses parents et il revient à la fin de l'année scolaire, donc en début juillet, et il retrouve Aristote et leur amitié. Et donc c'est une homo-romance, c'est la 2e romance que je lis, puisque j'avais déjà lu Love, Simon, qui est juste là. J'en lis très peu, mais les expériences que j'ai, du coup, Love, Simon et ça,
me permettent de dire que il faut que j'en lise beaucoup plus et que ça devrait arriver prochainement. Je vais en lire beaucoup plus qu'avant. Je vais essayer de m'en procurer plus qu'avant. Je pensais que, au vu de la taille, déjà je pensais qu'il était beaucoup plus court que ça. Au final, il fait quand même 410 pages. Les chapitres sont très courts et ça m'a fait un peu peur étant donné que je pensais que l'histoire se bousculerait, que tout irait trop vite et que l'auteur irait beaucoup trop vite au but et que la romance apparaîtrait beaucoup trop rapidement dans le roman. Et au final, la romance, on en voit le bout du nez qu'à la fin, même si on a évidemment quelques doutes en quelque sorte au début, mais c'est vraiment à la toute fin qu'ils se mettent ensemble, qu'ils s'embrassent, etc. Donc c'était vraiment cool que l'auteur ne précipite pas les choses et prenne son temps de poser la relation, etc. J'ai bien aimé aussi les fois où il y avait des lettres qui généralement prenaient tout le chapitre, plus ou moins, étant donné que les chapitres, comme je vous l'ai dit, étaient quand même déjà très courts à la base. Donc c'était sympa à lire. J'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a eu ensuite Ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvigné chez les éditions de Minuit. Il est très court, comme vous pouvez le voir. Il fait 60 pages, 62 pages. Et la particularité de ce roman, c'est il en a plusieurs, c'est que d'une, il est tiré d'une histoire vraie, deux, tout le roman, enfin toute l'histoire est racontée en une seule phrase. Il y a des interrogations, mais on ne peut pas s'arrêter après le point d'interrogation, étant donné que on a plus à découvrir. On a beaucoup plus à découvrir après les interrogations que qu'en s'arrêtant. On ne peut pas s'arrêter étant donné que c'est pas vraiment la fin d'une phrase. L'interrogation nous pousse à continuer. C'est un livre que j'ai lu pour les cours. J'appréhendais beaucoup et au final, c'est un livre vraiment coup de poing. Ça raconte l'histoire d'un homme qui est en 2009, il me semble, je vérifie. Voilà. À Lyon, en décembre 2009, il y a un homme qui est entré dans un supermarché sans réel but et qui, à un moment, a pris une bière, l'a décapsulée, l'a bu. Les 4 vigiles ont attendu qu'il ait fini sa bière pour venir le voir et lui parler. Ils lui ont demandé s'il avait de quoi payer. Évidemment, c'était pas le cas. Ils lui ont gentiment demandé de les suivre, gentiment justement, de ne pas faire d'histoire, ce qu'il a fait parce que cet homme-là n'était pas quelqu'un qui cherchait des histoires. Et ils l'ont emmené dans la réserve, ils l'ont mis derrière une palette de conserve, il me semble, donc bien pleine, très haute, etc. Et ils se sont mis à le lyncher. Sans raison apparente, juste à le lyncher. Et il est mort sous les coups au bout d'un moment. Malgré que l'histoire soit tirée de ça, on n'a pas de nom, on n'a rien de donné sur les 62 pages. On sait juste que l'auteur parle au frère de la victime. Il parle au frère de la victime en lui disant « toi ». Donc tout au long du roman, on est dans la peau de quelqu'un qui s'adresse un peu à nous. Ça a été vraiment un livre coup de poing parce qu'il montre la douleur, il montre ce que l'homme a subi sans vraiment le décrire comparé au livre dont je vais vous parler juste après. J'avais un peu peur du coup de me mettre dans d'autres lectures parce que j'ai pris une énorme claque dans la gueule, excusez-moi du terme, mais j'ai pris une claque dans la gueule en lisant ce roman, ce petit roman, cette petite nouvelle en quelque sorte. Et j'ai pris une énorme claque pour le fait que déjà on a l'impression de ne plus réussir à respirer, un peu comme si c'était nous qui étions en train de se faire passer à tabac quand il décrit il la décrit même pas vraiment, mais étant donné qu'il y a qu'une seule phrase sur 62 pages, on a un peu l'impression d'être nous-mêmes pris au piège, d'être nous-mêmes en train de se faire lamentablement casser la gueule, excusez-moi à nouveau du terme.
mais c'est le cas. On n'a pas vraiment de réponse aux questions qu'on se pose en lisant le roman. Pourquoi il a bu la canette? Pourquoi les vigiles n'ont pas simplement appelé la police? Pourquoi il n'a rien fait? Peut-être que s'il avait bougé ou s'il avait dit quelque chose, des témoins se seraient manifestés, ils auraient essayé peut-être de le défendre, ou ils auraient payé la bière pour lui. Il y a toujours quelque chose à faire, et lui, il n'a rien dit, et c'est ce qui l'a mené à sa mort. Et sans qu'il y ait de présence de sang et de violence, on nous le fait très bien comprendre, on nous le fait très bien ressentir, et c'est ce que je trouvais magique dans l'œuvre de Laurent Mauvigné, que j'aurais peut-être la chance de rencontrer en mars. Mais du coup, ouais, ça a été un énorme coup de poing et j'avais un peu peur de le lire. Pourtant, j'avais pas le choix, puisque pour les cours, je devais lire Sévère de Régis Geoffrey aux éditions Le Seuil. Il a été adapté au cinéma. Le film s'appelle Une histoire d'amour. On suit, et c'est le point de vue totalement d'une femme qui a tué son amant. Elle est mariée, elle couche avec un homme qui a de l'argent. Son mari le sait et pour une question d'argent, justement, il ne dit rien. Et elle finit dans un délire sadomasochiste par le tuer. Donc c'est lui il est banquier, il a appris à la demoiselle à utiliser une arme et elle finit par le tuer de cette manière-là, alors qu'il est enfermé dans une combinaison en latex. C'est assez glauque en quelque sorte, étant donné que là vraiment on a tous les détails. On a des détails pervers, on a les détails du meurtre, on parle de violence, de sang, et il y a bien la présence, comparée à Laurent Mauvigné, de toute cette violence-là. C'est une violence quand même assez compliquée à endurer pour certains. Moi, je sais que ça m'a pas plus gêné que ça, mais je sais que j'en ai parlé avec des camarades et que l'une d'elles a dit que au niveau de la violence, c'était vraiment violent et qu'elle avait pas du tout aimé sa lecture. Je sais que moi non plus, j'ai pas aimé ma lecture. C'était très long. On suit quand même la vie d'une meurtrière sans comprendre vraiment pourquoi elle a fait ça, pourquoi elle l'a tué, outre le fait qu'elle l'a tué pour de l'argent qu'il lui avait promis, il me semble. Enfin, c'est quand même assez flou. C'est tiré de faits réels. J'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher à ce roman, à attacher à l'histoire. D'ailleurs, j'ai pas attaché du tout, j'ai pas adhéré du tout. J'ai eu beaucoup de mal et j'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Après, j'ai essayé de le lire le plus vite possible, étant donné que j'en ai besoin pour les cours demain. Non, j'en ai besoin de demain. Donc il fallait que je le termine la semaine dernière, vraiment, hein, absolument. Donc je l'ai terminé et du coup, ça m'a tellement déçue qu'il a fallu que je lise autre chose après. Donc je vais pas m'éterniser plus longtemps sur ce roman qui... J'ai pas grand chose à dire dessus en fait. C'était juste décevant à mon goût et du coup je réitérerai pas l'expérience. Et le dernier que je vais vous présenter, c'est Celle qui pleurait sous l'eau de Nico Taquian chez les éditions Calmant Lévy dans leur collection noire. On y suit à nouveau et enfin, j'ai envie de vous dire, Thomas Kahn, qu'on avait laissé il y a 2 ans dans Fantasmeux. L'auteur a sorti Avalanche Hotel qui est juste là. Et donc l'année dernière, et Avalanche Hotel ne reprend pas le personnage de Thomas Kahn qu'on a déjà vu dans Toxique et dans Fantasmeux. Et là, ça y est, il reprenait du service dans Celle qui pleurait sous l'eau. Donc l'affaire au début semble toute prête terminée. Clara Delattre est retrouvée morte dans une piscine municipale. C'est très joyeux, les veines ouvertes dans le grand bassin. Elle est retrouvée par son ancien amant. Je vous préviens, il va y avoir du spoil. Je pense que je vais mettre d'ailleurs une petite alerte spoil avant de commencer, mais voilà, par son ancien amant, enfin on suit toute l'aventure, et le problème c'est que pour Thomas, c'est bâclé, c'est un suicide banal.
Pour sa coéquipière, Rhonda, c'est totalement différent. À ses yeux, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. L'homme qui a retrouvé le cadavre cache quelque chose. Et effectivement, on le voit cacher quelque chose au fond du jardin. Donc ça devient bizarre. Et au final, on se rend compte que c'est juste une histoire de pervers narcissique. Et sans vraiment s'en rendre compte, on a un parallèle entre la vie privée de Tomar et la vie professionnelle de Tomar, étant donné que son père était un pervers narcissique, un pervers narcissique. Si vous avez lu les 2 premiers tomes, vous le savez. Vous savez également que il a fait un patricide ou parricide, je sais jamais ce qu'on dit, qu'il a commis un parricide. Sa mère donc est totalement libre, sauf que entre l'enquête où Rhonda est persuadée qu'il y a un truc bizarre, qu'un des mecs était vieux, qu'un des petites amis que Clara a eu étaient violents, etc. Entre ça et le fait que la voisine du dessous de sa mère se fasse lyncher par son petit ami, on voit clairement qu'il y a un parallèle entre les deux, entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Donc, dans ce tome-là, tout tourne pratiquement exclusivement autour de la violence faite aux femmes. Et j'ai trouvé la plume de Nico Takian toujours aussi parfaite qu'elle l'a toujours été. Mais principalement sur ce sujet qui est quand même un sujet un peu particulier, un peu compliqué à aborder. Il l'a abordé à la perfection et j'ai beaucoup aimé me plonger dans Celle qui pleurait sous l'eau. Ça n'a pas été un coup de cœur non plus, mais ça a quand même rattrapé mon âme de lectrice après Sévère. Et je m'y attendais un peu étant donné que c'était quand même du Nico Takian et que Nico Takian, c'est mon auteur français préféré. On pourra pas me le de thriller en tout cas, de roman policier. On pourra pas me retirer ça. C'est un de mes auteurs en tout cas parce qu'il y en a d'autres avec Olivier Norek, mais par exemple, mais Nico Takian, ouais, il aborde quand même des sujets divers et ce sujet-là était mentionné un peu dans les 2 premiers tomes avec le passé de Tomar et là vraiment on s'y plonge vraiment. Après, il y a une enquête parallèle en quelque sorte que Tomar mène seul avec son ancien mentor parce que à la fin de Fantasmeux, il y a un mec qui est retrouvé mort et tous les soupçons pèsent sur Tomar, donc il essaye de s'innocenter, ce qu'il arrive à faire, je vais pas vous le cacher. Mais en gros, voilà, j'ai beaucoup aimé la façon dont il avait traité le sujet et je vous recommande très vivement tous les Nico Takian et principalement sa saga Tomar Khan. Donc c'en est tout, c'était le dernier dans le dernier roman. Après je vous avouerai que des 4, celui dans lequel je me suis plongée le plus facilement, c'est le dernier, donc le Nico Takian, et ça a été pas vraiment une surprise pour moi, puisque Nico Takian, il a tout mon amour, cet auteur. J'ai jamais été déçue par aucun de ses livres. Au contraire, il a toujours réussi à me surprendre avec la fin de ses romans. Celui-là, je m'y attendais un peu, étant donné que tout au long du truc, on voit quand même des indices, mais il y a certains de ses romans où il m'a vraiment surprise. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et la semaine prochaine pour un nouveau point lecture. Bye!